Hello, hello, bonjour, bonjour Perrine. Alors je reçois aujourd'hui donc Perrine Doyon en fait. Alors avant de te présenter, hein, moi aussi je vais me présenter. Donc je suis Claire Jardin-Ménard, hein, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin. J'ai moi-même connu ce burn-out il y a 3 ans et j'accompagne maintenant les femmes en souffrance à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Alors tu vas nous parler de toi, de ton parcours, de ta reconversion interne, comme tu l'appelles. Voilà, je te laisse la parole, Perrine. Eh bien, donc, je m'appelle Perrine, je suis sophrologue caïcédienne, mais avant tout, je suis une humaine sensible et curieuse qui se pose beaucoup de questions. J'aime bien préciser ça parce qu'en fait, pour moi, c'est important aussi. C'est justement une des leçons de mon burn-out, mais je pense qu'on va largement en parler. C'est de dire qu'en fait, mon métier, mon activité professionnelle n'est plus uniquement la chose qui me définit aujourd'hui. Parce qu'à côté de ça, bah, en fait, je suis une personne qui aime faire plein de choses, qui aime découvrir, qui aime, voilà, voyager, prendre soin d'elle et cetera. Donc, c'est tout aussi important pour moi que l'activité que je fais tous les jours. Mm. Donc voilà, mon parcours, il est que moi j'ai fait une reconversion professionnelle en 2013. J'ai été diplômée en tant que sophrologue en 2015 et que j'ai fait un burn-out en 2019. Donc j'ai fait mon burn-out en tant que sophrologue. J'avais déjà changé de vie, j'avais déjà fait une reconversion professionnelle, mais bah, le burn-out est arrivé un petit peu après, mais on va en parler. Ouais, alors justement, si on revient un petit peu en arrière, voilà, tu habitais où? Tu étais déjà avant de. Je sais que tu habites Nice aujourd'hui, hein, tu as très chaud d'ailleurs, et je t'ai demandé de couper, ma pauvre, ton ventilateur. Raconte-nous un petit peu d'où tu partais en fait. Avant ma reconversion ou avant le burn-out? Ouais, avant ta reconversion. Donc si tu veux, moi j'ai, grandi toute ma famille est dans la Drôme et j'ai, commencé à travailler à Paris dans la communication. Donc j'étais, responsable de projet en fait dans une agence de communication éditoriale et c'était une petite agence dans laquelle il y avait une très, très bonne ambiance. Je m'entendais très bien avec la personne qui était, responsable de moi et je créais des projets éditoriaux, c'est-à-dire que je créais des magazines d'entreprise. Alors ça fait pas rêver, mais c'était des rapports annuels, des, magazines internes pour, les, départements, enfin voilà, tout ce genre de projet, en lien avec, l'édition et si tu veux, en fait, à un moment donné, ça a commencé à ne plus avoir de sens pour moi. Dans le sens où en fait, depuis que, j'avais commencé mes études supérieures, c'était un petit peu mon but d'avoir ce fameux CDI en agence de communication à Paris. Puis une fois que je l'ai eu, je me suis dit: «Bah, c'est bizarre, il y a toujours une espèce de grand vide à l'intérieur de moi qui fait que, ben, même là, mon objectif que je voulais, atteindre et ben, en fait, ça ne remplit pas ce vide» et j'ai eu envie, de tout arrêter. Donc j'étais finalement assez jeune à cette époque-là puisque j'avais 24 ans, 24-25 ans et j'ai eu envie de, faire autre chose parce que je ne me sentais pas utile, en fait. Vraiment, je me disais: «Mais en fait, à quoi je sers? Pourquoi je suis là? C'est quoi le sens de tout ça?» et c'est à partir de ce moment-là que m'est revenue l'idée de faire de la sophrologie parce que j'en avais fait en tant que sophronisante, c'est comme ça qu'on dit. Mhm. On ne dit pas patiente ou cliente, on dit sophronisante, en tout cas, personne qui fait de la sophrologie et donc si tu veux, à ce moment-là, m'est revenue cette idée de dire: «Oh mais c'est vrai, j'avais consulté une sophrologue, j'avais dû faire 3-4 séances. Ah j'avais bien aimé, elle travaillait chez elle, elle faisait du bien aux gens, elle m'avait fait beaucoup de bien. Elle paraissait, vivre un peu, de manière hyper tranquille, sans patron», et donc m'est revenue à ce moment-là cette idée-là de bah, j'avais gardé en tête, un jour je serai sophrologue. Donc si tu veux, au moment où j'ai commencé à me poser des questions sur, mon activité dans la communication, je me suis dit: «OK, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant?» et c'est là que l'idée de la sophrologie est revenue. Donc, eh bien, j'ai suivi cette idée parce que
Je suis vraiment du genre à suivre mes impulsions et mes élans, donc à ce moment-là, ça a été une évidence. Fallait que je change de ville, fallait que je change de vie, de métier, d'activité, et tout m'a orientée, vers le fait que j'aille à Nice. Donc grand changement pour moi, passer de Paris à Nice, de la communication à la sophrologie. Et donc j'ai commencé à faire ma formation. J'ai eu une grande chance dans le sens où, je suis tombée sur une école excellente qui a fait que je suis même devenue formatrice très rapidement, pour la partie pratique de la formation. J'ai vraiment reçu énormément de la part de cette école et ben, voilà, une fois que j'ai été diplômée, si tu veux, j'ai commencé très, très vite à exercer en tant qu'auto-entreprise en fait, enfin Mhm. en libéral quoi. Mhm. Donc si tu veux, j'ai commencé à exercer en 2015 et puis, ben, voilà, quand on lance son activité, ben, en fait, bah, c'est pas facile. Au début, on n'a pas de personnes qui veulent, pratiquer avec nous ou alors on pratique avec des amis, puis des amis d'amis, c'est un peu le bouche à oreille, mais le temps de développer un petit peu son activité, c'est long. Et puis c'est aussi très aléatoire et très fragile. En tout cas, c'est comme ça que ça a été pour moi, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, si tu veux, j'arrivais à Nice, donc j'avais pas nécessairement le réseau. J'étais peut-être, mmh, pas très, mûre, pas très mature. Mon projet ne l'était pas non plus, donc j'ai mis du temps, à enclencher un petit peu, l'activité. Ce qui a fait qu'en 2018, et bien, j'ai dû prendre un job alimentaire pour avoir un complément de revenus. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, là, c'est important aussi d'assurer un petit peu de sécurité, ça fait partie de la vie, j'ai un loyer à payer, comment je fais? Comment on fait, quoi?» Donc j'ai pris un job alimentaire, tout simplement, j'étais dans un supermarché, en fait, hein, j'étais caissière et donc si tu veux, j'ai commencé à accumuler un certain nombre d'activités. En fait, quand j'y repense maintenant, je me dis: «Mais mon Dieu, le nombre de choses que je faisais, j'avais un emploi du temps qui était vraiment inhumain, en fait, quelque part. C'est-à-dire que je casais, n'importe quelle activité dans un tout petit trou de mon emploi du temps. Enfin, je faisais rentrer les choses au chausse-pied Mhm. et si tu veux, toute la semaine, j'ai été, caissière le matin jusqu'à même 14 heures, donc c'était un peu plus que le matin. L'après-midi, j'avais, les personnes, au cabinet. Donc j'avais 2, 3 séances, voire plus, en sachant qu'une séance de sophrologie, bah, en fait, ça me demande aussi beaucoup d'énergie et de disponibilité. Sauf que j'en avais pas vraiment conscience à ce moment-là. Et le Mhm. soir, certains soirs de la semaine, j'allais à l'école de sophrologie pour faire, les groupes de pratique pour, les élèves et certains week-ends, je co-animais la formation. Donc si tu veux, en fait, j'avais un emploi du temps, je le réalise que maintenant, Mhm. qui était rempli à ras-bord, Mhm. avec aussi beaucoup de projets, personnels aussi, d'un autre côté. Donc si tu veux, à un moment donné, il y a eu un truc que, beaucoup de projets personnels, beaucoup de projets et d'activités professionnelles, ça a commencé à, fumer à l'intérieur de moi, Ouais. Tu l'as ressenti à comment chauffer. là? Et ben, en fait, sur le moment, je ne l'ai pas senti, Mhm. si tu veux. C'est que sur le moment, j'étais tellement axée sur le truc que j'avais un contrat, en tant que caissière qui durait 10 mois, je crois. Et j'avais tout un tas de projets qui allaient se terminer au mois de juillet, 2019, enfin, tu vois? Donc j'étais, complètement, fixée sur la réalisation de ces projets. Il n'était pas du tout question que je m'arrête. Parce que même si oui, effectivement, il y avait un certain nombre de choses qui allaient pas très bien. Oui, bon, allez, ça va. Oui, bon, des oui, je pleure tous les jours. Allez, oh, mais c'est bon, Mhm. allez, me mets un petit coup de pied au cul, puis c'est bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ah oui, bah, c'est vrai que je dors pas la nuit. Ah, bah oui. Ah, je dors maximum 3 heures. Oui, Mhm. mais bon, c'est bon. Oui, mais c'est normal aussi, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de choses très stressantes. Donc si tu veux, il y avait toujours cette voix un peu de la rationalisation dans ma tête qui fait que j'ai pas du tout capté. Et puis, en venant aussi d'une culture un petit peu avec, une relation au travail et à l'argent un petit peu particulière, il y avait ce truc de: «Mais oui, mais c'est normal, c'est la vie, on doit en chier dans la vie, en fait, hein. Mhm. Mhm. On n'a rien sans rien, il faut, se sortir les doigts», pardon, hein, mais c'est vraiment, c'est ça que j'avais dans la tête. Ce qui fait que pour moi, c'était normal. C'était normal, d'être à donf. Puis je pense qu'à cette époque-là, j'étais aussi peut-être un petit peu, addict au travail. J'entends par là que ça me permettait de me sentir exister. L'activisme, l'activité à outrance
me permettait peut-être de me sentir exister Mmh. et j'y retrouvais certainement une manière aussi, de me valoriser, en fait, quelque part. Enfin, Mmh. j'ai trouvé un moyen de valorisation, de pouvoir dire: «Oui, tu sais, moi, en fait, je travaille 16 heures par jour». Enfin, bon, voilà, Mmh. je pense que j'étais très prétentieuse et que j'avais un ego surdimensionné sur lequel aujourd'hui j'essaye de beaucoup travailler. Donc si tu veux, voilà, il y a eu tout un tas de symptômes, le fait de pleurer tous les jours, le fait de plus avoir envie de rien, le fait de sentir un espèce de vide existentiel, c'est très bizarre à décrire, mais donc de pas dormir, puis de me sentir vraiment mal quelque part, enfin vraiment de sentir un la le vrai terme de mal-être. Mmh. Et en fait, ce qui a commencé à être, le plus, symptomatique, c'est qu'en fait, j'ai commencé à ne plus arriver à respirer. À respirer? Ah ouais? C'est un peu comme des crises d'angoisse, de Mmh. dire d'avoir, la cage thoracique comme dans un étau avec le diaphragme complètement plombé et avec le fait qu'en fait, 24 heures par jour, je me tenais comme ça en faisant sans jamais arriver à respirer en entier. Mmh. Et ça a été vraiment, heu, le symptôme qui a vraiment fait que c'est ça qui m'a fait arrêter. Parce que le reste, pleurer tous les jours, faire des insomnies, se sentir aussi mal, j'arrivais à le mettre de côté. Tandis que là, même les gens me disaient: «Mais ça va, parce que là tu respires pas, c'est bizarre comment tu respires?» Et je disais: «Ouais, ça va». Non, puis en fait, au bout d'une semaine, je me suis dit: «Non, ça ne va pas». Donc Et ça ne avec va ton pas. regard justement de sophrologue, parce que qui est basé sur le souffle, comment tu enfin, justement, c'est ça qui t'a aussi permis en fait de te dire: «Waouh, mais ça va vraiment pas»? Surtout que si tu veux, là, je pouvais faire tout ce que je voulais, ça ne il y a rien qui ne fonctionnait, en fait. Mmh. Je pouvais faire toutes les pratiques sophrologiques. Là, j'étais dans le feu, comme on dit dans notre jargon, Mmh. maintenant je le sais, c'était le burn-in. J'étais dans le feu et je pouvais rien faire à part annuler mes séances. À part annuler ce que j'avais prévu. C'était le seul truc qui me permettait de mieux respirer. Donc c'est la respiration, c'est hyper symbolique en fait, hein. Mmh. C'est vraiment il y a certaines cultures, certaines traditions qui disent que, l'esprit est dans le diaphragme, hein, et que nécessairement quand l'esprit est préoccupé, encombré, bah, nécessairement on peut plus respirer. On n'a plus d'espace, on n'a plus de place et en fait, c'est Mmh. exactement ça qui m'est arrivé et si tu veux, quand j'ai commencé à devoir annuler des séances de sophrologie parce que j'avais un job alimentaire qui me gonflait complètement, parce que c'était compliqué. Il y avait aussi un peu une situation qui pouvait s'apparenter à du harcèlement moral avec les personnes avec qui je travaillais. Enfin, il y avait tout un tas de choses où en fait c'était très pesant. Mais quand j'ai commencé à devoir annuler des séances de sophrologie, là, je me suis dit: «Mais là, ça ne va pas, en fait. C'est pas normal». Parce que la sophrologie, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je veux faire de ma vie. Donc c'est pas normal que quelque chose qui est censé être juste un complément et dans lequel je dois pas non plus, m'investir plus quelque part, hein, c'est pas normal que ça m'arrête. Parce que si tu veux, en fait, quand j'ai pris ce job alimentaire, j'ai cru que j'allais pouvoir y aller en étant totalement détachée. Ouais, en dilettante, ouais. En disant: «Ah mais ça va, le boulot de caissière, c'est bon, tu es derrière la caisse, tu as rien à réfléchir, c'est pas comme à la sophrologie où là tu engranges un certain nombre de choses, tu absorbes, tu redigères, ça te fait travailler sur toi et cetera» et j'ai cru que j'allais pouvoir être caissière en étant, complètement, coupée. Mais sauf qu'en fait, ce que ça m'a permis de découvrir, c'est que j'étais tout le temps sophrologue, en fait. Il y a pas un moment où je ne suis pas sophrologue et que, bah, très clairement, en plus, c'était un petit supermarché de quartier. Bah, les clients, les clientes, les petites personnes âgées, bah, en fait, j'étais dans une relation quasiment de soins avec eux, dans Mmh. l'écoute, Mmh. dans la bienveillance, dans l'empathie, dans, essayer d'avoir de l'énergie, de leur sourire, de leur parler, enfin, tu vois? En fait, j'étais dans un travail, social à ce moment-là Mmh. et ce que, du coup, ça m'a permis de prendre conscience, c'est que je ne peux pas être autrement que ce que je suis. Il y a pas un moment où moi, si tu veux, j'ai toujours été très sensible, voire super méga sensible, ultra sensible et que en fait, je peux pas être autrement, c'est comme ça, c'est qui je suis. Donc Mmh. aujourd'hui, je peux adapter maintenant avec ça,
Mais sauf qu'à ce moment-là, j'étais persuadée que j'allais pouvoir faire autrement, que j'allais pouvoir me dire: «Oh, c'est bon, allez, allez, c'est bon, je mets des légumes, dans le rayon à légumes, je bip des articles à la caisse et puis c'est tout». Mais en fait, c'est pas Mmh. vrai. Mmh. Je suis toujours sensible au monde. J'ai toujours cette capacité de saisir, de percevoir et d'être dedans le monde. Enfin bref, je m'embarque un peu, sur le sujet, mais c'est pour te dire que ça m'a permis de comprendre ça, voilà, que je pouvais pas être autrement que qui je suis quelque part et que, bah, en fait, là, le fait que je commence à ne plus pouvoir travailler pour mon activité en lien avec, ce job de caissière m'a fait dire: «OK, ça là, ça ne va pas» et puis en fait, un jour, heu, donc j'ai dû commencer à annuler des séances et puis en fait, un jour, et bien, en fait, j'étais, en train de travailler dans le supermarché et en fait, j'ai pas réussi à m'arrêter de pleurer de toute la matinée. Donc c'est-à-dire que j'étais Mmh. derrière la caisse et je pleurais. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je n'arrivais pas à m'arrêter, j'étais dans un truc, mais c'était l'enfer sur terre. Et si tu veux, à ce moment-là, dans ma tête, je me disais rien de spécial. Je savais pas. En fait, j'étais complètement dissociée, j'étais complètement déconnectée de moi. Je ne comprenais plus rien ce qui m'arrivait. Ce que je savais juste, c'est que je pleurais et que quand je suis sortie, quand j'ai tenu la matinée alors que j'aurais dû partir au milieu, hein, très clairement, hein. J'ai tenu toute la matinée et quand je suis partie à l'heure, où je devais, m'arrêter, si tu veux, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit: «Mais on n'y retourne plus, d'accord? Mmh. C'est fini» et donc c'était une toute petite voix, mais une voix quand même assez certaine, une grande certitude aussi là-dedans. Et qui a fait que derrière, je suis allée voir ma médecin, qu'elle m'a arrêtée, qu'elle m'a dit que je faisais un burn-out. Je lui ai dit: «Mais n'importe quoi, c'est pas vrai, je suis sophrologue, je peux pas faire un burn-out». Elle me dit: «Bah, en fait, ça n'a rien à voir». Vous savez, il y a même des médecins qui font des burn-out. Il y a même des médecins qui, tombent malades, hein, ça le saviez-vous? Mmh. Heu et à partir de là, bah, voilà, ça a été, de longs moments d'errance, hein, derrière, hein. Alors, justement, comment tu t'y es pris pour, remonter la pente? Voilà, est-ce qu'il y a eu des je dis souvent, est-ce qu'il y a eu des grandes saisons, en fait, de reconstruction? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Bah, si tu veux, donc c'est très bizarre parce que j'ai quand même un peu un grand blackout par rapport, là aujourd'hui ça date d'il y a 3 ans. J'ai quand même un grand blackout de exactement ce qui s'est passé dans la temporalité, le nombre de mois, le nombre de semaines, je sais plus exactement. Je sais que j'ai dû rester des semaines, il me semble 1 mois ou 6 semaines complètement allongée, à ne plus pouvoir rien faire, à peine me doucher, tu vois? Mmh. Donc c'était à peine me doucher, à peine manger. La seule chose que je faisais, c'était rester assise sur mon tapis, faire du coloriage en écoutant des livres audio. J'ai dû écouter peut-être 70 fois, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle parce qu'en fait, à ce moment-là, c'était l'enfer dans ma tête, c'était parce que quand on s'arrête, le corps, il nous arrête, mais l'esprit ne s'arrête pas, hein. C'est juste d'une intensité, morbide. Donc ça a été très, très, très difficile pendant, un certain nombre de semaines. Je n'ai pas du tout travaillé pendant 6 mois, ce qui a été aussi très, très difficile parce que si tu veux, c'est venu toucher chez moi, le fait que, je ne savais pas si j'avais le droit d'exister en fait, sans travailler. Mmh. Parce que j'avais un peu intégré ce truc que, bah, en fait, je mérite de vivre uniquement si je travaille. Et Mmh. là, vu que je ne travaillais pas, bah, en fait, il m'est même venu des idées noires, des idées même morbides, de dire: «Bah, en fait, je n'ai pas le droit de vivre. Je ne travaille pas. Je ne suis utile à personne là. Je suis Mmh. ni utile à des humains, ni utile à la société. Je ne produis rien. Je n'ai pas le droit de vivre». Donc si tu veux, il m'a traversé tout ça, ça a mis énormément de temps. Donc il y a eu une période un peu de 6 mois, on va dire, de récupération et où j'ai traversé tout ça quelque part avec toutes ces pensées-là que ça a été difficile et puis au bout de 6 mois, j'ai recommencé à travailler. Ça m'a fait beaucoup de bien Mmh. parce qu'en fait, faire de la sophrologie, c'est ça qui me fait du bien, en fait, si tu veux. D'accompagner les personnes, de développer cette notion de conscience, enfin, tu vois? Et d'être dans cette présence-là parce que quand, je fais de la sophrologie, quand nous faisons de la sophrologie, on est dans un lien avec l'autre qui est vraiment très
très profond, qui se passe de tous les préjugés, qui va vraiment à l'essentiel et du coup, c'est vraiment ça qui me porte et qui me fait du bien. Mais si tu veux, il y a eu un petit truc où je dois le reconnaître maintenant. Au bout de 6 mois, quand j'ai commencé à retrouver un petit peu d'énergie et que je me suis remise à travailler, je me suis remise à travailler comme une délurée. Je me suis dit: «C'est bon, allez, Terminé. terminé le burn-out». Oui, bon, c'était super de dire que c'était un burn-out, mais en fait, non, mais moi, je sais, puis moi, je suis plus forte que tout le monde, j'arrive à me rétablir beaucoup plus vite, hein. C'est bon, c'est mis de côté et donc là, j'ai fait la grosse connerie de m'investir dans plein de nouveaux projets à 500 ce qui a fait que j'ai passé 1 an et demi, donc à partir de, on va dire, septembre 2019, tu vois, jusqu'à début 2021, enfin voilà, à fond de balle, mais vraiment à fond de balle dans de nouveaux projets, notamment pour l'école de sophrologie pour qui je travaillais et où je me suis vraiment confondue à nouveau dans mes projets et où en fait j'ai refait exactement les mêmes erreurs qui m'ont amenée, si tu veux, à Mhm. disjoncter en fait à un moment donné. Et c'est uniquement quand j'ai eu un petit peu plus donc en fait, si tu veux, j'ai eu une période un peu une saison, comme tu dis, j'aime bien cette expression, de déni total post-burnout à partir des 6 mois jusque les 18 mois, ouais, derrière, peut-être même un peu plus. Et j'ai recommencé à reprendre vraiment vie quand j'ai quitté un certain nombre de projets qui me prenaient beaucoup de temps et où j'ai eu l'espace de penser et de me dire: «Mais en fait, ce burn-out, c'était fou en fait, c'était pas rien. Puis en fait, je crois que je m'en suis pas encore remise». Mais si tu veux, c'était 2 ans plus tard que j'avais cette réflexion-là. Donc c'est tard, c'est pour ça que je dis qu'on met beaucoup de temps à se remettre d'un burn-out, en fait, hein, Mhm. et beaucoup de temps en tout cas moi, j'ai mis beaucoup de temps à le considérer, à Mhm. vraiment le prendre en compte et à dire: «Ah oui, non, mais là, il m'est arrivé une chose». C'est un peu comme, un accident de voiture. En fait, c'est un accident de voiture interne, le burn-out, où en fait tout s'est craché à l'intérieur et c'est le corps qui a fait ça et qui fait qu'ensuite il faut se rétablir. Mais ça a créé aussi un traumatisme parce qu'ensuite derrière il y a aussi la peur de retomber. Ça a créé le déni, un traumatisme, la peur de la rechute aussi derrière, enfin tout un tas de trucs et c'est que depuis l'été 2021, on va dire, ouais juin, juillet l'année dernière, que j'ai vraiment accordé de l'attention à ça et où je me suis vraiment plongée sur le sujet. J'ai lu 1 million de livres, j'ai commencé aussi, à vraiment me poser des questions par rapport à moi, de tout ce qui s'était passé et puis si tu veux, donc bon moi j'ai toujours aimé partager des choses, j'aime bien parler, j'aime bien, exprimer des choses, exprimer mes émotions. C'est très facile pour moi de parler. Et si tu veux, en fait, au moment où j'ai fait mon burn-out, j'avais fait une vidéo sur, ma chaîne YouTube que j'ai appelée, «Je suis sophrologue et j'ai fait un burn-out». Mais ça, je crois que c'était vraiment en 2019, c'était tout de suite après mon burn-out. Et en fait, l'année dernière, un jour, je reçois un mail d'une personne que je remercierai, toujours, je crois, qui, me dit, «Voilà, je viens de voir votre vidéo, ça m'a énormément touchée, vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Voilà mon histoire». Et en fait, elle m'a écrit un mail, enfin il m'a écrit un mail, mais vraiment, long comme mon bras, où il m'écrit tout son parcours de burn-out, alors que son burn-out, datait d'il y a 3 ans et demi. Donc si tu veux, moi l'année dernière, quand je reçois ce mail-là, je me dis: «Le mec m'envoie un mail 3 ans et demi après son burn-out», donc c'est que ça l'a marqué quelque part, hein. Et quand je le lis, il y a un truc où je me sens soulagée parce qu'il dit notamment, voilà: «J'ai mis 3 ans à repasser», je sais plus exactement, «j'ai mis 3 ans à repasser dans la rue, de mon travail», enfin voilà. Et il dit tout un tas de trucs qui correspondent exactement à ce que moi je ressentais, à ce que moi je vivais et où en fait je m'assois et je me dis: «Ah mais d'accord, en fait je suis pas la seule, c'est normal ce que je ressens». Et ben, en fait, c'est génial d'avoir des témoignages et c'est à ce moment-là que je me dis: «OK, maintenant je veux lire plus de témoignages» et c'est ça qui a fait que j'ai ouvert mon compte, Instagram qui s'appelle Mon Burnout, dans lequel je recueille des témoignages de personnes
de leur parcours, de leur expérience, parce qu'en fait, en fait, au tout début, c'était à moi que ça faisait du bien, en Mmh. fait, de lire ça. Ça me permettait de justement sortir du déni et toujours mieux considérer, évaluer, reconnaître, comprendre, mon propre parcours. Parce que si tu veux, quand j'ai commencé à un petit peu mettre le doigt là-dessus, effectivement, sortir du burn-out, tout le monde donne des conseils sur internet, alors oui, il faut faire de la méditation, oui, il faut faire du yoga, oui, il faut manger sainement, oui, il faut faire du sport, oui, il faut bien s'entourer, oui, blablabla, enfin, on sait, mais sauf que, en fait, parlons-en quand même de nos parcours. Parce que pour moi, je trouve que les parcours personnels, en fait, ils sont politiques quelque part. Parce qu'on parle de soi, mais en fait, quand on parle de soi, il y a beaucoup de monde qui vont nous dire: «Ah attends, on dirait que c'était moi Mmh. qui parlais». Et j'ai eu vraiment ce désir de publier des témoignages, pas donner des conseils ou partager ma propre expérience aussi, et c'est pour ça que je trouve ça cool qu'on puisse en discuter toutes les 2 aujourd'hui, de dire, voilà: «Mon parcours, c'est ça, j'ai pas de conseils à vous donner. Par contre, je peux vous expliquer comment moi j'ai vécu les choses», et j'invite du coup toutes les personnes, qui me suivent, à faire pareil. Mmh. Carrément. Et aujourd'hui alors, ton activité, elle s'est spécialisée en fait, hem, en burn-out. Comment Oui. tu t'y prends? Voilà, est-ce que tu travailles à distance? Raconte-nous ça. Oui, tout à fait. En fait, moi, depuis que j'ai commencé mon activité en tant que sophrologue, j'étais pas du tout spécialisée à la base, et j'avais, vraiment à cœur d'accueillir absolument, tout le monde. Ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses, la formation aussi, et puis là, en fait, en ouvrant ce compte Instagram, si tu veux, j'ai commencé à avoir des demandes, de personnes qui, se sentaient, concernées par ce que je disais, puis qui étaient peut-être sensibles aussi à ce que moi je pouvais transmettre, et donc, on commençait à me dire: «Ah en fait, si tu fais des séances à distance, moi, ça m'intéresse». Alors que si tu veux, moi, j'avais jamais, pratiqué à distance de ma vie. Enfin, un petit peu pendant la période de la pandémie, notamment, pour assurer la formation à distance, pendant, tous les moments où on a été confinés. Mais si tu veux, moi, j'avais pas reçu en individuel, comme je faisais au cabinet, des personnes, Mmh. pour faire des séances. Et donc, c'est à ce moment-là, que, en fait, je me suis dit: c'est vrai que la visio quand même, ça a été vachement démocratisé en fait, ces derniers temps. À la base, j'étais pas super, partante pour ça, parce que c'est vrai que, l'ordinateur, l'écran, ça met un petit peu une distance avec la personne, et que, en fait, nous, en sophrologie, on travaille beaucoup sur l'essence de la sensibilité, de l'affectivité, la présence, le silence aussi dans Mmh. l'espace. Mmh. Donc je me demandais un peu comment ça allait être possible, et en fait, j'ai commencé à accompagner des personnes, et en fait, enfin, c'est tout aussi bien, c'est tout aussi génial, c'est tout aussi magique, et ça a fait beaucoup de bien, parce que du coup, il y a certaines personnes qui, justement, on en parlait, ne peuvent pas se déplacer, ou qui cherchent vraiment à être accompagnées par des personnes qui connaissent bien le sujet ou qui sont spécialisées. Donc là, ça me permet de toucher des personnes qui sont loin de là où je suis, même à l'international, donc c'est génial. Et si tu veux, moi, j'accompagne les personnes de 2 manières différentes. Soit je leur fais faire des séances, les unes après les autres, en fonction de ce qui est possible pour elles, soit une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours, soit une fois par mois. Ça dépend un petit peu de là où elles en sont par rapport à leur parcours avec le burn-out. C'est-à-dire que plus la personne est proche de son burn-out, plus on va pratiquer régulièrement de manière rapprochée. Plus, les personnes sont loin de leur burn-out, plus on va, plutôt faire des séances un peu, j'allais dire de presque de supervision quelque part, une fois par mois. Enfin, tu vois? J'ai des personnes qui viennent la première semaine de leur arrêt maladie, parce qu'elles sont envoyées par leur médecin, Mmh. que je connais leur médecin à Nice, que je connais très bien, et avec qui on fait un travail qui est génialissime, parce qu'elles gagnent un temps fou de Mmh. pouvoir justement de considérer ça et de se faire accompagner à une, reconnexion avec le corps, d'apprendre à l'écouter, de voir comment on peut développer l'énergie, l'ancrage, l'équilibre. Du coup, elle gagne un temps fou. C'est vraiment magique, et j'ai des personnes qui viennent, eh bien, parfois des années plus tard, parce que, elles ont besoin un petit peu d'un suivi, d'un maintien, de continuer d'en parler, et là, du coup, on va plutôt se voir une fois par mois, et ça va être plus espacé, et les séances ont une autre,
teneur, on va dire. Donc si tu veux, soit j'accompagne les personnes, on va dire, séance par séance, soit je leur fais faire un programme de 2 mois qui est basé sur vraiment retrouver de l'énergie, par la pratique sophrologique, donc c'est-à-dire par l'immersion à l'intérieur de soi-même et la reconnexion, le lien avec le corps. Et dans ce cas-là, voilà, c'est 6 séances de sophrologie, une séance de pause et une séance de bilan, où du coup, ça fait un une petite réduction par rapport au prix de la séance. Et là, du coup, c'est le grand bonheur parce que les personnes, en fait, on se voit une fois par semaine, on développe, on parle de tout, on prend le temps de discuter. Moi, je leur explique aussi un petit peu les étapes du burn-out, en quoi ça correspond, là où elles en sont, etc. Et donc là, on est dans un travail qui est très, très profond. Mais ce travail, il correspond plus à des personnes qui voilà, sont dans les 6 premiers mois de leur burn-out, par exemple. Mmh. Et toi, dans ton hygiène de vie maintenant, justement, qu'est-ce que ça t'a appris? Enfin, qu'est-ce que tu as mis en place là pour justement, éviter, la récidive? Absolument, j'adore cette question. Déjà, les 2 choses qui m'ont fait du bien, moi, pour me remettre de mon burn-out, ça a été de pratiquer la sophrologie avec, un de mes formateurs et je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait à ce moment-là de ma vie et d'aller consulter une psychologue. Pour moi, D'accord. vraiment, ça a été, le duo gagnant, en fait, pour, me remettre parce que si tu veux, la psychologue, elle m'a permis de comprendre et mon formateur, il m'a permis de mettre en jeu mes capacités pour aller de l'avant. Donc les 2 ont été très complémentaires. Aujourd'hui, pour ne pas retomber dans le burn-out, eh ben, je fais très attention parce que j'ai compris que j'ai cette fâcheuse tendance-là, hein, puisque en fait, ça vient aussi d'une habitude que j'ai cultivée pendant un certain nombre d'années, hein, me mettre la pression, trop m'en demander, vouloir être parfaite, être très exigeante avec moi, en vouloir toujours plus, je sais que c'est mon terrain de base. C'est un Mmh. peu comme, si j'ai une maladie, voilà, c'est ça. J'ai une «maladie mentale» entre guillemets, enfin, c'est mal choisi comme terme, mais ça illustre un petit peu, mon propos. J'ai ce terrain-là qui fait que je dois me prendre par la main, toujours comme je prendrais un petit enfant en disant: «Alors non, là, on va pas faire ça». Je me reprends très régulièrement les pieds dans le tapis, n'est-ce pas? Mais ça me permet toujours de revenir plus vite et ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui, c'est que, heu, mon travail, mon activité, la chose qui me permet de générer de l'argent n'est plus la chose la plus importante pour moi. C'est-à-dire que là, depuis, vraiment 1 an, eh bien, j'ai beaucoup à cœur de faire plein de choses, de passer du temps, avec mes amis, mon conjoint, ma famille, de prendre le temps vraiment et Mmh. d'apprécier ça. Parce qu'avant je le faisais, mais j'y accordais pas autant de valeur que ce que je peux faire aujourd'hui. De faire du sport, de bouger, d'aller vivre plein de choses, d'aller m'investir dans des milieux plus associatifs, militants, féministes, politiques, parce que c'est des choses qui sont très importantes pour moi, et de faire des choses seule. Mmh. J'avais jamais fait ça en fait, de dire: «Bah, en fait, je vais me passer un moment toute seule au resto». Moi, j'ai la chance d'avoir la plage à côté, donc à la plage, d'aller lire un livre toute seule à la terrasse d'un café, d'aller me prendre un café toute seule et juste de regarder les gens pendant une demi heure. J'ai ce luxe-là de pouvoir faire ça, mais bah, en fait, avant, je ne me l'autorisais jamais parce que je me disais: «Mais en fait, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille». Tandis que là, bah, en fait, si tu veux, j'essaye d'organiser ma vie avec un peu des piliers, comme si, dans l'importance que je donne aux choses, il faut que mon travail, il soit important à 20, puis ensuite que ma vie familiale, elle soit importante à 20, ma vie personnelle toute seule, Perrine, en tant qu'humaine, pas sophrologue, elle soit importante à 20, mes loisirs, mon activité, enfin, tu vois? Et qui est Mmh. un peu comme si je serais un petit peu un arbre avec plein de troncs et Mmh. pas juste un tronc. Tu vois l'image? Pas vraiment, avec plusieurs troncs, mais je vois le truc. En fait, ouais, tu as vraiment revu tes priorités. Et Oui. moi, je dis souvent que, enfin, me concernant, en tout cas, c'était le cas aussi, hein. La priorité dans le temps, la claire dans le temps, c'était le travail en premier, la famille en deuxième, le moi, je ne me connaissais pas. Voilà.
C'était un trait, il n'y avait rien. Et en fait, le moi est revenu en haut de cette pyramide, la famille en deuxième et le travail bien après. Voilà, c'est un petit Oui, peu comme ça que je l'ai vu. oui, voilà, c'est une ré-hiérarchisation des Mmh. priorités et en effet, moi, ce qui est important maintenant pour moi, c'est mon bien-être et ma santé. Parce Mmh. qu'en fait, j'ai compris que me mettre la pression, ne jamais arrêter de penser au travail, et me prendre la tête comme ça ne générait pas, tu sais, on parle d'homéostasie à l'intérieur du corps quand ça circule, quand il y a de l'harmonie. Bah, ça générait pas, c'était pas un paramètre qui générait en fait de l'harmonie à l'intérieur de moi et que, en fait, le plus important pour moi, c'est pas mes amis, c'est pas mon travail, c'est moi en fait. Mmh. Ma c'est ma 1re valeur, c'est moi en fait et Mmh. c'est ça qui prime en fait, hein. C'est effectivement c'est ça qui revient en haut de la pile quelque part. Mmh. Est-ce que justement, j'aime bien poser cette question-là, c'est quoi ton cadeau caché derrière ce burn-out? Est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est, autre chose? Qu'est-ce qui se Oui. C'est quoi ton vrai cadeau, en fait, En derrière ce fait, le burn-out? vrai cadeau, c'est cette notion de reconversion interne. Parce que, si tu veux, je pense que c'est vraiment le burn-out qui a été la plus grande des épreuves de ma vie, la plus difficile, mais sans quoi je n'aurais pas pu faire tout ça. Si j'avais pas eu le burn-out dans ma vie, j'aurais continué à être complètement débile, en fait. Mmh. À ne valoriser que ça, à vivre dans ma tête, à vouloir faire comme tout le monde, à chercher la reconnaissance, de ma famille, d'inconnus même parfois. Et donc, si tu veux, le vrai cadeau, heureusement que j'ai fait un burn-out parce que ça m'a arrêtée. Mais je te dis ça, c'est 3 ans plus tard. Aujourd'hui, j'ai le Mmh. luxe d'avoir le recul et de pouvoir dire ça. Mais heureusement, ça m'a arrêtée, ça m'a demandé de me poser des questions, d'aller quelque part, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure d'idées, morbides et tout, d'aller toucher ce fond-là, d'aller toucher avec, de toucher cette notion de mortalité. Je suis mortelle, je ne suis pas infinie. En fait, à un moment donné, ça peut s'arrêter et du coup, qu'est-ce que je dois en faire? Et du coup, en fait, le cadeau, ça a été de cette renaissance parce que en fait, je vivais une vie qui me ressemblait pas vraiment à moi, en fait, hein, qui était un peu ce que la société attendait de moi, peut-être ma famille, ma culture, mon éducation et que là, en fait, le burn-out, comme peuvent l'être d'autres épreuves dans la vie pour certains ou certaines, la parentalité, des grandes maladies, enfin, tu vois, où des moments, il y a une crise existentielle. Mmh. Du coup, cette crise, elle m'a permis vraiment de me dire: «OK, mais en fait, je suis qui? Je vais où? J'aime quoi? Et en fait, qu'est-ce que j'aime moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui aime ça ou?» Du coup, ça a été très difficile parce que, par exemple, vu que j'avais déjà fait une reconversion et que j'étais déjà sophrologue, je me disais: «Mais j'ai quand même pas encore changé de vie». J'ai eu très, très peur de me dire: «Je vais perdre la sophrologie, il va encore falloir que je prenne un virage à 90 degrés pour aller encore, dans un autre mode de vie» et cetera. Donc, si tu veux, à un moment donné, il a fallu que je m'accroche un petit peu aux branches partout pour me dire: «Qu'est-ce que ça va donner?» Parce qu'en fait, c'est un tremblement, il y a tout qui comme tu sais, un défibrillateur qui ferait que Mmh. d'envoyer des décharges. Donc, toi, tu convulses, en fait, hein. J'ai convulsé pendant un moment, mais en même temps, je crois que c'était aussi comme, un accouchement de l'univers, envers moi, tu sais? Comme, bah, en fait, l'utérus, il fait des contractions pour faire sortir un être humain. Bah, là, il y avait ces décharges-là pour que ça me secoue, que je sache qui j'étais, en fait et qu'aujourd'hui, je peux dire: «OK, je sais qui je suis grâce Mmh. à mon burn-out». Mmh. Merci beaucoup, Perrine, de ce que tu nous partages là, en tout cas. Tu vois, aujourd'hui, tu as donné ton témoignage et je suis sûre et certaine que ça va servir à beaucoup de personnes. On va terminer pour aujourd'hui. En tout cas, on va retrouver tous tes liens utiles sous cette vidéo. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce que, voilà, pour terminer? Ben, que toutes les personnes qui sont concernées et qui sont en plein dans le feu, je leur souhaite, beaucoup de patience et beaucoup de courage parce que c'est long et c'est extrêmement douloureux. Hem, que, que voilà, vous pouvez venir, sur mon compte Mon Burnout, il y a des témoignages, il y a un certain nombre de contenus comme ça qui vous pourront, vous aider. Parce que je crois que le plus important, c'est de ne pas rester seul, en fait, par rapport à ce qu'on est en train de vivre.
que le burn-out finalement c'est assez méconnu et que, bah, là sur ce compte-là, on en parle. Donc Mmh. ça permet vraiment de, sortir de la solitude et puis après pourquoi pas de pouvoir, m'écrire le parcours, de m'envoyer un mail avec, son propre témoignage, qui qu'on soit et où qu'on soit dans le parcours du burn-out. Parce qu'en fait d'écrire ça fait du bien et puis que, bah, en fait si les personnes, sont intéressées, par rapport à l'accompagnement que je propose en fait justement pour retrouver de l'énergie et de l'ancrage pour se reconstruire après un burn-out et ben, qu'elles hésitent pas à me contacter. Et puis si, Perrine, ce que tu as oublié de dire aussi, il me semble, hein, que tous les lundis matins, tu fais mais oui, Je il suis faut en mauvaise, parler! je suis très, très mauvaise finalement. Oui, donc sur le compte Mon Burnout sur Instagram, tous les lundis matins à 10h30, je propose des mini séances de sophrologie. Ça permet déjà que vous et moi, on échange et moi, en fait, j'adore ça, parler, avec les personnes qui sont sur ce compte, je trouve ça trop bien et ça permet aussi de proposer une toute petite séance, donc c'est une pratique, le live va durer entre une demi heure et 40 minutes, mais la pratique sophrologique en elle-même, elle va, être proposée dans un timing d'une dizaine de minutes et c'est un moment justement pour se recentrer sur soi, pour comprendre, pour écouter toutes les sensations qui se jouent à l'intérieur et pour commencer la semaine, eh bien, en étant, déjà un petit peu plus connecté à soi-même. Ouais, c'est très chouette. Ben, merci pour tous tes partages, Perrine. Tu es incroyablement généreuse et tu l'as encore montré, aujourd'hui. Merci à toi. Merci Claire, Au à revoir. bientôt.